aimables téléspectateurs, nous sommes là ce mardi 19 décembre pour remplir bien sûr notre tâche au quotidien. Alors nous sommes quand même très ravis de savoir que vous êtes très nombreux devant vos postes téléviseurs pour nous suivre et pour répondre aussi à ces rendez-vous quotidiens. Alors je vous dis sincèrement merci pour tout l'amour et de l'attention que vous ne cessez de manifester bien sûr à l'égard de cette émission dossier spécial, une émission qui est aussi à caractère pédagogique. Alors aujourd'hui je suis bien sûr en compagnie comme d'habitude de ma complice Ephrasie Makanda avec qui on va co-animer bien sûr ces numéros des dossiers spéciaux. Ephrasie Makanda, bonjour. Bonjour Bivens Bala, comment allez-vous? Oui, ça va, je vais bien. Et vous aussi? Oui, Dieu fait grâce. Content. Alors, aimable téléspectateur, donc vous le savez très bien, ce n'est pas un secret de Polichinelle, donc cela est devenu une habitude contractée de recevoir pour vous Raymond Luneko, qui est bien sûr expert en législation minière. Alors, il est là avec nous ces jours et je lui dis bonjour. Bonjour Bivens, bonjour Ephrasie. Bonjour. J'espère qu'aujourd'hui nous serons encore à la hauteur de répondre à toutes les préoccupations. Et comme tout le monde est en train de se préparer pour aller élire demain, aujourd'hui nous allons leur donner de la matière et pour leur permettre d'aller voter en toute beauté. Parce que moi j'ai mon candidat, j'espère que tout le monde a son candidat. Oui, moi aussi j'ai le mien. Si vous permettez, je peux donner son numéro, mais je ne donne pas. Bon, si vous donnez, nous aussi nous donnerons. Voilà, c'est l'ambiance qui règne bien sûr dans cette émission dénommée Dossier spécial. Non, mais sauf que Ephrasie veut me défier. Mais je peux donner mon numéro. Je ne vous défie pas. Mais oui, mais je donne, alors toi aussi tu donnes. Ok, là c'est pas un problème. Bon, mais non, pas à la là, députation, je dis à la présidence. À la présidence. La présidence. Okay. Voilà. Tu es prête à donner? Je suis prête. Voilà, attendez à la fin de l'émission. Très bien. Alors Raymond Luneko, vous venez de publier un article dénommé Mine et pauvreté en République démocratique du Congo. Alors comme tout le monde le sait, l'économie de la République démocratique du Congo est dominée bien sûr par les secteurs miniers. Et le pays est un scandale géologique parce que j'avais eu le temps de lire votre article. Le pays est un scandale géologique parce que ses ressources minières sont importantes et diverses. On peut citer les cobalt, l'or, diamant et j'en passe. Mais ce qui fait mal, les Congolais aujourd'hui vivent toujours dans la misère, vivent dans la pauvreté très noire. Alors avant bien sûr d'entrer dans les vivres de cette émission, on va commencer d'abord par ce que j'appelle souvent les biscuits de l'émission. Okay. Dites-nous Raymond Luneko, pourquoi les Congolais aujourd'hui vivent dans la pauvreté aussi longtemps que son pays a des ressources minières très importantes et diverses qui peuvent bien sûr aider les pays à avancer? Ça, c'est une très bonne question et heureusement que ce sont des biscuits. Quand on manque de tout, on manque d'argent, on manque où loger de façon décente, on manque de toutes les ressources possibles, on est dans un état de pauvreté. Mais par contre, à l'inverse, quand on a un peu d'argent, on a un logis décent, on a de quoi se nourrir, on a de quoi scolariser ses enfants et ainsi de suite, accomplir ses projets, on commence petit à petit à quitter cet état de pauvreté. Mais maintenant, la question est de savoir qu'est-ce qui met les Congolais dans cet état de pauvreté. Est-ce le secteur des mines? Moi, je dis non. Je dis non. On est dans cet état de pauvreté parce que la pauvreté est liée à plusieurs secteurs. La pauvreté en soi, cet état de manquement total est lié à plusieurs secteurs. Parce qu'aujourd'hui, si je manque de façon totale, il suffit de me venir en rescousse par rapport à un petit travail décent, je quitte cet état de pauvreté. Vous comprenez? Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs secteurs qui entourent la pauvreté de Congolais et nous sommes appelés à travailler pour que chaque secteur puisse apporter sa pierre dans la contribution. Et aujourd'hui, pourquoi on a dit mine et pauvreté? Parce que plusieurs opérateurs, que ce soit sur le plan international que sur le plan local, je parlerai même de différents experts internationaux, surtout les experts des institutions de Bretton Woods, ici je parle de Banque mondiale et Fonds monétaire international, à chaque fois
ces experts ne cessent de nous présenter les paradoxes congolais. C'est quoi le paradoxe congolais? Vous avez un pays qui est extrêmement riche en ressources minérales, mais vous avez de côté la population qui croupit dans la misère, qui vit dans la pauvreté la plus noire. Mais ma question est de savoir, est-ce que c'est seulement le secteur des mines qui est censé enlever la pauvreté dans les chefs des Congolais? C'est par là que nous sommes appelés à réfléchir. Moi, je dis non. Quelque part, il y a un problème, parce que le secteur des mines peut booster. Ça, c'est une évidence. Nous allons démontrer ça, parce que ce sont des choses qu'on a écrites dans l'article. Le secteur des mines peut booster. Mais est-ce que le secteur des mines en soi, lui-même, est capable de terminer totalement la pauvreté des Congolais? Je dis non, mais il y a des proportions où le secteur des mines a un rôle prépondérant pour nous aider à quitter cet état de pauvreté, et nous allons le démontrer dans cette émission. C'est pour la suffisance aussi que le secteur minier reste bien sûr le cœur de l'économie, donc je dirais le cœur pour avancer bien sûr l'économie congolaise. Très bien, parce que là, on doit se mettre en tête le récent rapport de la Banque mondiale nous indique très clairement que les secteurs des mines contribuent à hauteur de 30% au budget national, hauteur de 30%. Ça veut dire les 70 autres pourcents viennent de part et d'autre. Viennent de part et d'autre. Pourquoi il faut imputer toute la charge sur le secteur des mines, alors qu'il y a d'autres secteurs connexes qui peuvent également apporter leur pierre à l'édifice? C'est ça la question que moi je suis en train de me poser. Pourquoi on doit présenter les paradoxes congolais en s'appuyant seulement sur un seul secteur? Parce qu'il y a beaucoup de secteurs. Pourquoi il faut s'appuyer sur ce secteur? Donc ça veut dire, en d'autres termes, c'est un secteur important. Puisque c'est un secteur important, nous devons commencer à réfléchir pour que ce secteur qui est important puisse aider la République. Pourquoi vous voulez faire du secteur des mines un secteur important et au même moment vous négligez ce secteur? Je ne sais pas si je me fais comprendre. On néglige les secteurs, mais on fait de ce secteur un secteur important. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle du paradoxe, non pas parce que l'économie ne marche pas, non pas parce que on n'a pas de chinchard et ainsi de suite. Non, on parle du paradoxe congolais parce que nous avons des ressources minérales. Et puisque nous en avons, nous devons maintenant y mettre de l'intelligence pour que ces ressources puissent aider les Congolais. Oui, mine et pauvreté en RDC, jusqu'à quand subsistera les paradoxes? Contrairement à d'autres émissions, aujourd'hui, dans cette étude que vous venez de mener, vous êtes plus apaisantis sur les flux financiers mobilisés par les secteurs de mines à travers les impôts, taxes et redevances. De quoi s'agit-il exactement? Une très bonne question. Parce que j'étais en train de dire ici que nous vivons dans un pays où il y a des personnes qui n'arrivent même pas à nouer le début de mois. Il y a des gens qui se réveillent, qui ne savent même pas comment je peux faire pour donner ne fût-ce qu'un petit pain à mes enfants. Il y a des gens, quand ils se réveillent, sa survie, c'est prendre sa houe, c'est prendre sa bêche et aller au champ. Dieu seul sait s'il pourra trouver de quoi subvenir aux besoins de sa famille. Il y a des gens aujourd'hui qui ont un frein dans leur vie parce que les parents sont pauvres. Il y a des jeunes qui ne savent pas étudier convenablement, mais au fond, ils en ont envie. Il y a des parents qui veulent donner la belle vie à leurs enfants, mais ils ne peuvent pas parce qu'ils sentent qu'il a un frein. Est-ce que dans un pays qui se respecte, on peut vivre à de telles scènes? Moi, j'ai dit non. Voilà pourquoi, sur le plan international, on ne les respecte pas. Et je ne suis pas totalement d'accord à chaque fois qu'on présente l'image négative de la RDC, de dire, bon voilà, un Congolais moyen vit avec 1,5 $ et ça a évolué, les derniers rapports de 2022, ça indique très clairement que nous, les Congolais, nous vivons en moyenne avec 2,1 $ chaque jour. Je ne suis pas totalement d'accord. Mais ce sont des études, ce sont des indicateurs qui sont là, nous sommes appelés à les respecter. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Est-ce que c'est normal qu'une personne avec 2 $ puisse vivre? Et cette personne n'a pas de perspective d'avenir.
Et c'est dans ces pays que nous, Congolais, nous sommes en train de vivre. Et au même moment, nous avons un secteur qui nous présente un potentiel. Comme Ephrasie l'a dit, contrairement aux objectifs, aujourd'hui, nous allons un peu en parler. Je vous amène à l'article 220 du Code minier. Et dans cet article, on nous présente la nomenclature des différentes taxes qui existent. Je pourrais peut-être vous les lire. Comme ça, vous-même, vous allez vous rendre compte de l'immensité, alors je dis bien l'immensité des taxes qui existent dans ce secteur et qui peut facilement aider notre pays à avancer. Malheureusement, comme je l'ai dit, malheureusement, moi, je suis en train de m'interroger, je me dis, est-ce que nous comprenons qu'à travers ces taxes, à travers ces impôts, à travers ces redevances et à travers ces droits, nous pouvons quand même donner une lueur d'espoir à cette population. C'est-à-dire, les législateurs congolais a vu très loin. Et les législateurs congolais a aidé les pays à avancer. Mais malheureusement, c'est comme s'il y a une main noire quelque part qui empêche les pays à avancer. Et c'est par là que moi je vous inviterai, et là je vais surprendre Madame Ephrasie et peut-être Vivens. Nous sommes en train de mener une autre étude où nous allons impliquer cette fois-ci les professionnels des médias. Et je crois que c'est Ephrasie, si tout va bien, qui va piloter cette étude avec les autres journalistes. Parce que nous avons besoin de voir les journalistes être totalement impliqués dans cette lutte, dans ces combats. Malheureusement, les journalistes ne sont pas très impliqués. Et là, il y a beaucoup d'informations qui vous échappent, il y a beaucoup d'informations qui échappent aux autorités, et c'est la population qui croupit dans la misère. Nous allons lire ensemble avec vous, j'étais en train de chercher, l'article 220 bis du Code minier. Et cet article nous dit ceci. Les contribuables visés et soumis au profit du pouvoir central dans le cadre de ses activités minières. 1. Aux impôts, taxes, droits et redevances. Si vous voulez nous en expliquer c'est quoi un impôt, c'est quoi une taxe, redevance, tout ça, on va expliquer. 1. Il doit payer l'impôt sur les bénéfices et profits. Ça, c'est pour les grandes entreprises. 2. Il y a l'impôt professionnel sur les prestations de services rendus par les personnes physiques ou morales non établies en République démocratique du Congo. C'est beaucoup d'argent. 3e impôt. Impôt sur les revenus des capitaux mobiliers et impôt immobilier. C'est deux choses différentes. Il y a des capitaux immobiliers, c'est-à-dire, vous pouvez avoir votre permis de recherche, c'est un bien immobilier, n'est-ce pas? Les capitaux issus, par exemple, lorsque vous voulez faire un contrat de cession, ces capitaux-là doivent être taxés et vous devez payer l'impôt. Et vous avez, par exemple, impôt professionnel sur les rémunérations. Vous avez impôt exceptionnel sur les rémunérations des expatriés. Il y en a plein dans ce secteur. Vous avez les droits d'entrée. Là, c'est en termes d'impôt indirect, c'est au niveau de la DGDA. C'est lui qui perçoit les droits d'entrée. Les droits d'accise, impôt, droit d'accise, c'est au niveau de DGRAD. Parce que c'est ça son travail, c'est lui qui perçoit cela. Droit proportionnel pour... Et vraiment, donnez-moi le temps pour que vous puissiez avoir l'idée. Oui, vous avez le temps. Droit proportionnel pour approbation et enregistrement des hypothèques. Parce que l'hypothèque, c'est l'une des sûretés qui est organisée dans le secteur minier. Et lorsque vous voulez passer à cette sûreté-là, il y a un impôt qu'il faut payer. Vous avez les droits proportionnels, pour approbation et enregistrement des cessions. Rappelez-vous, une fois on a fait l'émission avec vous, je vous ai parlé sur les différents contrats qui existent dans le secteur minier. N'est-ce pas? Vous avez les contrats d'ammodiation et vous avez les contrats de mutation. Dans les contrats de mutation, vous en avez au moins 3. Il y a les contrats de cession, c'est-à-dire je prends mon permis d'exploitation, je vends à Ephrasie. Cette opération-là est imposée
n'est-ce pas? Ici, on est dans le secteur des mines, ce n'est pas n'importe quel secteur, c'est 1 million. Ici, on ne parle pas des 1000, non, on est en millions. Et il faut imposer ça. Et vous avez la transmission, c'est également un autre contrat, n'est-ce pas? Ça c'est payé, c'est-à-dire je décède et mon permis d'exploitation doit être transmis. Cette opération-là, auprès du successeur, ça c'est payé, ça doit être imposé, n'est-ce pas? Et vous avez les contrats d'option. Je signe un contrat avec vous pendant la période de recherche, et lorsque nous allons passer à l'étape d'exploitation, je vais commencer à bénéficier des dividendes. Ça doit être imposé. Et tout ça sont des choses qui existent, mais malheureusement, les gens n'en parlent pas. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est écrit noir sur blanc dans l'article 220 bis du Code minier, et c'est beaucoup d'argent. Et parfois, ça échappe à la République. Et parfois, ça échappe au contrôle de beaucoup de gens. Et toute cette nomenclature, on y va. Vous avez les droits superficiels annuels par carré. Là, c'est la star. Ça, c'est vraiment la star. Pourquoi? Pourquoi la star? Parce que c'est une obligation qui est faite aux entreprises. Si vous ne payez pas les droits superficiels annuels par carré, conséquence, On va vous ravir. la déchéance. La déchéance. Moi, je l'appelle la star. C'est-à-dire là, c'est la corde au cou aux entreprises. Je suis obligé au premier trimestre de chaque année d'être à jour. Sinon, on risque de me notifier. Déjà, le fait de vous notifier, c'est déjà une indication pour vous dire attention, nous sommes dans des choses. Et là, l'entreprise appelle. Parce que si l'entreprise a beaucoup investi et l'entreprise a gagné, l'entreprise a tout intérêt à venir verser l'argent. Et c'est beaucoup d'argent. Et c'est le cadastre minier qui calcule cela. Donc, vous avez, on risque de dormir ici. Vous avez, par exemple, les droits proportionnels pour la cession des parts et actions sociales. Là, nous sommes dans vraiment les droits de société pur et simple, c'est-à-dire dans une société anonyme, là, vous avez des actionnaires, et dans les autres sociétés, vous avez des associés. Les associés présentent des parts, les actionnaires présentent des actions dans une société commerciale, n'est-ce pas? Et les parts et les actions doivent être imposées. Il y a autant d'actionnaires dans les entreprises minières, il y a autant d'associés dans les entreprises minières. Ces gens ont des parts, ces gens ont des actions. Tout ça, c'est imposé. Et ça va où? Au trésor public. Est-ce qu'on s'est fait comprendre? Vous avez par exemple la redevance minière. Je vous dis, la redevance minière, en d'autres termes, c'est un loyer. C'est un loyer que les opérateurs... J'explique en des termes simples pour que tout le monde comprenne. Ouais. C'est un loyer que les opérateurs miniers payent à l'État congolais. C'est-à-dire, si vous avez sur votre étendue 100 opérateurs miniers, c'est-à-dire, chaque année, chaque opérateur doit payer son loyer. Et c'est calculé. Et si vous ne payez pas les loyers, vous avez les problèmes avec votre bailleur. Les bailleurs, c'est l'État congolais. Vous utilisez mon sol, c'est moi le propriétaire du sol. Vous exploitez mon sol, alors chaque année, vous devez me payer une redevance. Cette redevance, c'est un peu un loyer que les entreprises minières payent. Et ça se paye chaque année. Et ça va au trésor public. Vous avez, par exemple, la taxe sur les exportations des échantillons destinés aux analyses, et c'est sur le plan international. Par exemple, si en République démocratique du Congo, on n'a pas de laboratoire bien équipés, les entreprises minières peuvent prendre les échantillons et les amener dans les laboratoires beaucoup plus sophistiqués. Et quand on fait cette opération-là, ça c'est... Donc, je vous dis qu'il y a beaucoup d'argent, et moi je m'interroge, tout cet argent va où? Qu'on se le dise. Dans les poches des individus, c'est ça? Qu'on se pose la question, parce que quand on parle d'impôt, l'impôt a deux parties importantes, parce que l'impôt c'est une prestation pécuniaire, c'est-à-dire ça se paye en argent et il n'y a pas de contrepartie. Mais par contre, dans la taxe, il y a une contrepartie. C'est un peu ça la différence entre les deux. C'est-à-dire si vous payez votre impôt, il n'y a pas de contrepartie. Mais si vous payez la taxe, il y a une contrepartie. Prends un exemple. Vous allez acheter les passeports, n'est-ce pas? Vous payez. Et en retour, l'État vous fait quoi? Vous donne un document. Les passeports, ça c'est une taxe. Mais quand je vais payer, par exemple, l'impôt, il n'y a pas de contrepartie. Vous comprenez un peu la différence? C'est un peu ça, en des termes simples. Alors,
cette prestation pécuniaire a pour mission d'appuyer les charges de l'État et deuxièmement, d'aider l'État à faire des interventions publiques, notamment avec les PARDC et ainsi de suite. Ça sont des interventions. Il y a des charges et il y a l'intervention de l'État. Moi, je me dis, et c'est la question que je me suis posée dans l'article, est-ce que c'est seulement le secteur minier lui-même qui doit supporter toutes les charges de l'État et qui doit aider les pays à faire des interventions? Qu'on se le dise. Si ce n'est pas seulement le secteur minier, ça veut dire en d'autres termes, il y a d'autres secteurs qui doivent également aider les pays à atténuer sa charge et à faire des interventions. Donc, l'argent issu des secteurs des mines, ça peut aider quelques personnes à commencer à avoir un peu du sourire. Ça peut aider quelques personnes à avoir un peu de sourire. Les personnes dont j'avais décrit, qui étaient incapables de scolariser leurs enfants, qui étaient incapables de manger, qui étaient incapables de boire, qui étaient incapables de faire ceci, cela, ils peuvent un peu avoir du sourire. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'en dehors des flux financiers que je vous présente au niveau de l'article 220 bis du Code minier, vous avez également d'autres exigences qui sont faites, ou d'autres obligations qui sont faites aux entreprises. C'est-à-dire, ces obligations qui sont faites aux entreprises, le secteur minier vous dit, voilà, au-delà des charges publiques, au-delà de l'intervention de l'État, moi-même, secteur minier, je vais prendre en charge les communautés locales. C'est-à-dire, dans nos entités territoriales décentralisées, si vous avez une unité de production et d'exploitation minière, c'est-à-dire l'entreprise minière qui est là, l'entreprise vous dit, voilà, les codes et les règlements miniers donnent l'obligation à cette entreprise de prendre en charge les communautés qui sont impactées par cette activité minière. Ça veut dire, en d'autres termes, il faut qu'on se comprenne et je serai à votre disposition. En d'autres termes, moi, secteur minier, je mobilise beaucoup d'argent en termes d'impôts, en termes de taxes, en termes de redevance, j'explique la redevance, n'est-ce pas? En termes de droits, parce qu'il y a des droits superficiels à ne pas carré, je vous ai expliqué, n'est-ce pas? En termes de droits, tout ça, ça va au trésor public. Mais moi aussi, secteur minier, il y a des obligations qui me sont faites pour prendre en charge les communautés locales. C'est-à-dire, j'atténue la charge de l'État. Boutique il en a charge des communautés locales. Moi-même, je prends en charge les communautés locales à travers les cahiers des charges et à travers la dotation 0,3% qu'on aura le temps d'expliquer. N'est-ce pas? Je prends en charge les communautés locales. Ça veut dire, en d'autres termes, j'atténue la charge de l'État. Je peux vous aider à une certaine proportion pour mettre fin à la souffrance des communautés qui sont impactées par les projets miniers. C'est-à-dire, si vous avez 10 enfants, moi, secteur minier, je vous dis, je vous prends 3 enfants en charge. Est-ce que vous serez incapable de prendre ces 3 enfants en charge? Alors là, il y a un problème. Très bien. Dans votre article, vous avez parlé des recettes fiscales. Parce que les recettes fiscales peuvent être considérées comme un indicateur du contrôle exercé par l'État sur les ressources produites par l'économie. Alors, je veux savoir quel est l'impact des recettes fiscales du secteur minier. Ce sont les recettes dont je venais de vous faire allusion au niveau de l'article 220. La question que vous venez de poser, c'est la même question que je vais poser à l'administration fiscale, pas à l'administration minière, parce que l'administration minière n'est pas très concernée. À l'administration fiscale. Que l'administration fiscale nous dise quel est l'impact des ressources mobilisées dans les secteurs des mines pour aider les pays à lutter contre la pauvreté. Ayez toujours à l'image la métaphore que je vous donne, l'image que je vous donne. Vous avez cet enfant, moi, je vous dis, ok, c'est moi qu'on présente à travers le monde pour dire, bon voilà, si les enfants sont pauvres, parce que moi je suis là, c'est-à-dire les ressources minières. Mais moi, en tant que ressources minières, je prends en charge vos 3 enfants, à travers la dotation et les cahiers des charges, n'est-ce pas? Mais vous-même, je vous donne encore un peu d'argent, de mon côté, à travers les impôts, les taxes et les dépenses, je vous donne un peu d'argent pour le trésor public, pour que vous soyez capable de prendre en charge de cet autre enfant. Et au même moment, ce n'est pas seulement moi. Il y a aussi les détergents, Mwakadi qui est là, il y a Eric Wamba qui est là, qui peuvent également contribuer pour qu'on soit capable de lutter contre la misère de la population. Pourquoi on est incapable de le faire? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Et ici, je m'adresse à l'IGF, on doit se poser cette question. Pourquoi on est incapable
de résoudre cette problématique de la pauvreté en RDC. Il y a un souci quelque part et les soucis doivent être démantelés. Ce n'est pas à mon niveau que je vais démanteler les soucis doivent être démantelés. Il y a un souci quelque part. Et ces problèmes doivent être démantelés. Et c'est seulement de cette façon-là qu'on saura l'argent qui vient du secteur des mines peut être orienté dans tel secteur et les cahiers des charges, la dotation 0,3% peut déjà commencer à nous aider sur le plan local. Parce que le plus grand problème que nous avons, ce n'est pas dans les grands centres urbains. Ici à Kinshasa, vous pouvez avoir un pain, vous pouvez avoir un peu de lait, même à Yasaché, au Kandi. Mais il faut descendre à l'arrière-pays, où vous allez voir nos frères qui traversent des moments compliqués, je vous dis. Allez voir certains compatriotes dans nos coins et recoins, dans quelles conditions ils vivent. Et moi, je suis arrivé dans un coin où j'ai vu mes frères congolais habiter dans des huttes. Je ne dirais même pas des huttes, des taudis. Et vous regardez, vous êtes à l'extérieur, à l'intérieur, les gens sont en train de préparer Milingezo Bima. N'est-ce pas? Il y a des fumées qui sortent à travers, c'est pas on ne peut même pas appeler ça mur. Ça sort au travers des murs. Et je me suis toujours posé la question, mais s'il pleut abondamment, comment vivent ces compatriotes? Parce que là, l'eau peut entrer de part et d'autre. Ces enfants-là peuvent souffrir d'intempéries et ainsi de suite. Est-ce que nous ne pouvons pas faire quelque chose pour ces Congolais? Est-ce que nous sommes incapables de lutter contre cela? Moi, je dis oui, c'est possible de lutter contre cela. On est 100 millions, je suis d'accord. Les chiffres sortent, on ne connaît pas vraiment le véritable chiffre des Congolais. On est 100 millions, je suis d'accord. Mais l'argent qui sort, est-ce que dans ces 100 millions, tous les Congolais ont besoin d'avoir des millions? Non. Tout ce que les Congolais vous demandent, c'est qu'il ait son petit travail, qui lui permet d'avoir un petit salaire décent, il peut payer son loyer, il peut nourrir ses enfants, il peut les scolariser, il peut prendre soin d'eux quand ils sont malades. C'est tout ce que les gens demandent. Les gens ne demandent pas les jeux de la tête, les gens ne demandent pas de rouler avec des grosses jeeps, ce n'est pas tout le monde qui demande cela. C'est le minimum vital que les gens demandent. Est-ce que nous pouvons continuer comme ça? Moi je dis non. Pourquoi nous le disons pendant ces temps? Parce que nous sommes dans une période charnière où nous venons de terminer la campagne électorale. Demain, les Congolais vont se prononcer et ils vont élire le président de la République. Le président de la République qui sera élu doit avoir en face de lui cette problématique. Et pour moi, je me dis, c'est la problématique la plus importante, au-delà de tout ce que vous pouvez dire. Pour moi, la problématique de la pauvreté, c'est la problématique la plus importante. J'ai dit mine et pauvreté parce que moi, je suis expert dans le secteur minier. Les autres peuvent également parler économie et pauvreté. Les autres peuvent parler environnement et pauvreté. Je m'en fous. Mais moi, comme je suis dans ce secteur et connaissant que ce secteur est capable d'apporter sa part de contribution pour lutter contre la corruption, la pauvreté, et je me rends compte que ça n'arrive pas. Je suis estomaqué, je suis ahuri, et ça me fait très mal. Oui, dans la partie introductive, vous avez dit que nous pouvons, c'est possible, de passer du paradoxe à la transformation concrète et réelle de conditions de vie des Congolais. Comment cette transformation sera-t-elle concrète? Le paradoxe, c'est ce que je suis en train de dire. Nous sommes à Lualaba, par exemple. Moi, j'ai vu à Lualaba des maisons où les parents ont estimé que sous notre maison ici, il y a du cobalt. Est-ce que vous savez qu'il y a des mines dans la maison? Est-ce que vous le savez? Je pourrais peut-être venir avec des images parce que j'avais pris des images. Ce pays, c'est un scandale. J'ai vu, moi, à Lualaba, précisément à Kolwezi, dans la ville de Kolwezi, des maisons, c'est toute une cité où les gens se sont rendus compte que dans notre cité ici, il y a des minéraux. Et les gens, en lieu et place de vendre leurs parcelles, ont transformé leurs parcelles en mines. Est-ce que vous le savez? Ils ont cassé même j'ai vu on laisse seulement les chambres, on casse les salons, on commence à creuser à partir du salon. Il y a des images. On creuse.
C'est à partir du salon que les gens exploitent leur propre cobalt chez eux à la maison. Donc, ils sont fermes et puis ils travaillent. Ils travaillent là. Et c'est plein, j'ai dit, c'est toute une cité. C'est toute une cité. Je ne connais pas trop bien le nom de la cité. C'est vraiment une cité où les gens créent à partir de leur maison. C'est pour vous démontrer les degrés de scandale que nous avons. C'est-à-dire les minéraux, les kits elmé belé, et comment t'es pas, comme Kilwa le disent. Comment, dans une telle condition, les gens peuvent vivre et couper dans la misère? Non. Ça veut dire quelque part, il y a un souci. Ça, c'est au niveau de ces paradoxes-là. Vous êtes riche, mais vous mourrez dans la pauvreté. C'est quoi votre problème? Est-ce qu'il y a un envoûtement? Est-ce qu'il y a un réseau qui nous empêche d'avancer? C'est par là que je demande toutes les intelligences. On doit bien réfléchir dans ce sens. C'est-à-dire, nous pouvons passer de ces paradoxes à la transformation si et seulement si nous prenons conscience d'un fait. Le premier fait de prise de conscience est que est-ce que les millions qui sont produits dans les secteurs miniers, sa gestion peut être transparente? Parce qu'aujourd'hui, si on pose la question à un Congolais lambda, qu'est-ce qu'on fait de nos impôts? Personne ne me donnera la réponse. Qu'est-ce qu'on fait des taxes perçues? Personne ne me donnera la réponse. Vous avez peut-être des véhicules chez vous à la maison. Est-ce que vous savez que chaque année, nous payons ce qu'on appelle notre taxe ici sur la vignette. On paye la vignette. Ça part de $50 à $250. Ça dépend du type de véhicule. Il y a autant de véhicules dans la ville de Kinshasa. Ça va où cet argent? Est-ce qu'on s'est déjà posé une seule seconde la question de savoir l'argent des vignettes ici va où et ça fait quoi? Ça n'intéresse personne. Chacun d'entre nous dans sa petite vie. Sans cette prise de conscience collective, rien ne va se transformer. Ça, je l'ai dit et je regarde la caméra. Si nous ne prenons pas conscience nous-mêmes, rien, alors rien ne va changer. C'est au niveau de la prise de conscience. Parce qu'on nous présente des mécanismes de transparence de façon simple. Parmi les mécanismes de transparence, c'est la publication. La moindre des choses, c'est la publication. Peut-être lorsqu'on va parler de la dotation, je pourrais peut-être arriver. C'est la publication. C'est-à-dire, tout ce que vous mobilisez, voilà pourquoi il y a des initiatives avec ITA. C'est la transparence. C'est-à-dire, tout ce que vous mobilisez, ayez le temps de nous dire, bon voilà, dans les secteurs économiques, tous les impôts qu'on a eu à percevoir au niveau des grandes entreprises, ainsi de suite, durant l'année 2022, ça, c'est peut-être 2 milliards de dollars. Dans les secteurs extractifs, tous les flux d'argent qu'on a eu à mobiliser, ça nous donne par exemple 3 milliards de dollars américains. Dans les secteurs environnementaux, tout ce qu'on a... Est-ce qu'on a déjà assisté à cette scène? Ailleurs, ça se passe. Est-ce que nous, ici, on a déjà assisté à ça? Tant que nous n'allons pas savoir qu'est-ce qu'on a mobilisé, on vivra dans l'opacité. Et on ne saura pas transformer cela. Parce que si nous savons que on a, par exemple, X, Y montant mobilisé et ce montant est disponible, ça permettra à tout le monde de revendiquer et de dire, mais comment moi je peux être incapable de scolariser mes enfants alors que l'argent mobilisé est là pour les Congolais? Vous le dites vous-même, c'est l'argent des contribuables congolais. Est-ce que les contribuables en bénéficient? Alors, ça, ce sont des questions de fond sur lesquelles nous sommes appelés à nous asseoir. Sinon, on risquera de dire scandale. On ne va pas transformer ce paradoxe-là en réalité. Donc, il n'y a pas la traçabilité. La traçabilité pose problème. Et au-delà de la traçabilité, c'est la transparence, à mon avis. C'est vraiment la transparence qui pose problème. Nous devons, moi je salue la volonté du président de la République actuelle, qui a vraiment cette volonté d'être transparent sur toute la ligne. Et de telles personnes, nous devons les soutenir pour aider l'administration. Toutes les administrations, que ce soit l'administration minière, l'administration fiscale, l'administration publique et ainsi de suite, au niveau de toutes les administrations, qu'on puisse impulser la transparence et vous allez voir vous-même que les choses vont changer. Si et seulement si tout est transparent, tout se passe bien.
Mais quand il y a opacité, rien ne s'est fait et rien ne marche. Et c'est ça l'exemple de la République démocratique du Congo. Il y a autant d'opacité, il y a une volonté maléfique de rétention d'informations et ça bloque tout le monde. Ça bloque la machine et on ne sait pas avancer. Et là, nous devons beaucoup travailler pour arriver à faire avancer les choses. Alors Raymond, dites-nous, qui gère d'abord les recettes fiscales du secteur minier? Alors, ça c'est une très bonne question. Parce qu'il faut mettre en tête, je vais vous donner l'exemple de droits superficiels annuels par carré, par exemple. C'est beaucoup d'argent. Et ces droits superficiels annuels par carré, ce n'est pas mon avis, mais c'est ce que dit le code, ça doit être géré à 50-50. C'est-à-dire 50% géré par la DGDA et 50% géré par les cadastres miniers. Et dans les 50% gérés par les cadastres miniers, vous allez vous rendre compte que c'est toute l'administration minière qui se retrouve et les 50% sont répartis en petits pourcentages par rapport aux différents services qui interviennent dans les secteurs des mines. Donc, les différents impôts qui sont perçus dans les secteurs des mines sont canalisés directement au trésor public. Directement au trésor public. Donc, c'est l'État lui-même, en tant que personne morale, qui gère tous ces flux financiers. Ce n'est pas seulement l'argent issu du secteur des mines, c'est pratiquement tous les secteurs. C'est l'État lui-même, en tant que personne morale, qui gère cet argent. Et l'État, en tant que personne morale, a des services publics compétents qui sont là, qui interviennent. Et c'est là qu'il faut poser les problèmes. Parce que l'État, en tant que personne morale, ne peut agir qu'au travers des personnes physiques, et moi et toi. Et nous devons nous poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas au niveau de ces personnes physiques qui gèrent les différents flux? Où se posent les problèmes? À quel niveau ça constipe? À quel niveau ça empêche l'État à résoudre certaines questions fondamentales, notamment la question de la pauvreté? Ce sont des questions qu'on doit poser. Vous pensez aussi que les secteurs miniers subissent une pression des charges. Vous avez dit que tant que le secteur minier ne sera pas déchargé de cette pression des charges, nous continuerons à nous morfondre sur les paradoxes congolais. Donc, d'après vous, il faudrait décharger les secteurs miniers. Je l'ai dit, vous avez 10 enfants. Vous me laissez toute la charge des 10 enfants. Et au même moment, vous me dites, non, c'est vous qui êtes la cause de notre malheur. Non, mais soyons sérieux. Soyons sérieux. On dit scandale géologique. Pourquoi? Parce que vous avez un secteur minier qui a un potentiel, n'est-ce pas? Et vous dites au même moment qu'il y a un paradoxe. Comment vous avez un potentiel minier et vos enfants coupent dans la misère? C'est-à-dire, on est en train de pointer du doigt les secteurs miniers. On est d'accord? On pointe du doigt les secteurs miniers. Et au même moment, nous vivons dans un État. L'appareil de l'État, tel qu'il est là, a des services pour fonctionner. C'est ce qu'on appelle les services publics de l'État. Et ces services publics-là, pour fonctionner, ont besoin d'argent. C'est ce qu'on appelle les finances publiques. Ont besoin d'argent pour faire fonctionner les différentes institutions. Vous avez la présidence de la République, qui est un service public de l'État. Vous avez les présidents de la République, qui est une institution qui doit également fonctionner. Vous avez l'Assemblée nationale, les Sénats, vous avez les ministères, vous avez tous ces services qui existent. Ils ont à tout moment besoin d'argent. Ils doivent vivre. L'État, c'est une personne morale qui peut se confondre à une personne physique qui a besoin de boire de l'eau, qui a besoin de manger, qui a besoin de vivre. C'est un peu ça, comme ça que l'État fonctionne. Et l'État a besoin à tout moment d'argent. Et l'État doit subvenir à ces charges-là. Ce sont les charges dont je fais allusion, n'est-ce pas? Et au même moment, l'État doit intervenir s'il est chez. On est agressé, l'État doit intervenir. C'est-à-dire l'État doit avoir l'armement possible pour intervenir, n'est-ce pas? Doit motiver les personnes qui doivent intervenir pour son compte. Et tout ça, ce sont des charges. Et quel est le secteur qui peut être capable de supporter ces charges-là? Regardez vous-même, vous êtes intellectuel. Il y a plusieurs secteurs dans ces pays-ci. Il y a même certains secteurs qui sont méconnus, mais ça existe. Il y a des secteurs qui sont incapables de soutenir l'État à se prendre en charge. Vous comprenez? Et l'État se dit, bon, moi, pour me prendre en charge, je dois m'appuyer sur le secteur des mines, parce que là, au moins, je peux respirer.
Mais vous vous appuyez sur le secteur des mines, mais le secteur des mines va être étouffé. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Lui-même, il va être étouffé. Vous l'étouffez tellement qu'il s'est dit non, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Est-ce que les autres ne peuvent pas me venir en aide? Les secteurs, par exemple, les secteurs de l'agriculture, par exemple, venez-moi en aide. Les secteurs de l'environnement, est-ce que vous ne pouvez pas me venir en aide? Les secteurs des hydrocarbures, par exemple, est-ce que vous ne pouvez pas me venir en aide? Voilà pourquoi j'ai dit, si on laisse toute la charge au secteur minier, nous allons continuer à nous morfondre. On va continuer à pleurnicher comme on pleurniche là. Parce que ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de pleurnicher. Les gens sont en train de mourir de pauvreté, mais nous pleurnichons. Mais est-ce qu'il n'y a pas l'argent? Oui, il y a l'argent. Mais qu'est-ce que vous faites de cet argent? Les gens sont en train de mourir de pauvreté. Vous savez, il y a des gens qui manquent de quoi payer les loyers, par exemple. Qui manquent de quoi donner la nourriture à leurs enfants. Qui manquent de quoi. Il y a même certains parents qui sont sortis, qui dit à sa femme, bon, je veux faire ce coup de main, si on me paye un peu d'argent, je vais vous faire un virement M-Pesa pour que vous puissiez acheter à manger. Dans un pays normal, c'est pas normal. Mais quand on regarde, il y a l'argent qui existe. Mais cet argent, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? L'État en tant que personne morale, c'est quoi? Vous faites quoi avec cet argent? L'État va vous dire, bon, j'ai mes priorités. J'ai mes priorités. Si vous avez vos priorités, je suis d'accord. L'autre fois, je vous ai dit, dans l'étude que j'avais menée, 97% des personnes ont plébiscité quel secteur? Le secteur des mines. Mais l'État vous dit non, moi je ne plébiscite pas le secteur des mines, je plébiscite le secteur de sécurité. C'est-à-dire, vous prenez tout l'argent mobilisé, vous dites, bon voilà, on va sécuriser le territoire national, et pendant ce temps, les gens sont en train de mourir de faim. Et c'est une bonne stratégie. Je pense qu'il faut changer de paradigme. Il faut changer de paradigme. Sinon, on va mourir. Il faut vraiment changer. Parce qu'on ne dit pas qu'il n'y a pas l'argent. L'argent est là et l'argent est disponible. Mais sauf que ce sont des priorités. C'est au niveau des priorités que ça pose également problème. On ne priorise pas assez les enfants, mais on priorise plus à s'acheter des habits. Et j'ai dit non. J'ai dit non. Je donne un exemple pour qu'on puisse très bien se comprendre. Comment les choses se présentent. On est dans une maison. On se réveille un matin et on voit un grand trou dans notre maison. Un grand trou. Ah, d'accord, ça les tout sous. Tout le monde paniqué. Vous vous réveillez, tout le monde a faim. Papa et les enfants, tout le monde a faim. Vous faites l'estimation pour boucher ces trous-là. On vous dit non, les maçons vous disent, mais pour que je sois capable de vous faire un travail professionnel, on les place de boucher seulement, il faut casser tout ça, il faut acheter des moellons, il faut acheter... Et c'est quoi la facture? La facture, c'est cet angle-là. Et entre ses mains, papa a cet angle-là. N'est-ce pas? C'est quoi la priorité? La priorité, c'est de lancer dans les travaux, n'est-ce pas? Alors que le mur est encore là, il n'y a qu'un trou, où la priorité, c'est de, à la fois, voir comment je vais boucher d'abord momentanément les trous, mais ne pas laisser les enfants mourir de faim. N'est-ce pas? C'est-à-dire, il faut réfléchir dans ce sens-là. C'est-à-dire, si vous vous lancez dans les grands chantiers, vous allez investir tout dans ces grands chantiers et vous serez essoufflé. Parce que les gens qui travaillent auront tellement besoin de la main-d'œuvre. Vous n'en avez pas. Et au même moment, vous avez des enfants qui souffrent. Vous risquez de perdre à la fois et les enfants et vous mettre en difficulté avec les gens qui vont travailler pour vous. Et d'où il faut s'asseoir. C'est par là que moi je suis en train d'appeler tout le monde à s'asseoir. On court vite. Nous allons trop vite. Que ce soit les autorités, nous tous, nous allons très vite. On court trop vite. On est trop dans les sentiments alors que les gens sont en train de mourir. Les Congolais... Moi, j'aime les Congolais parce qu'à un certain moment, dans la pauvreté, c'est bien, c'est une philosophie, mais c'est pas bien. Il y a beaucoup de Babola Tétu qui me suivent. C'est pas bien. C'est vrai, tout ça, Babola Tétu, mais à un certain moment, les gens qui nous dirigent doivent s'asseoir pour dire parce que Babola Tétu finira par voler. Babola Tétu, voilà pourquoi il y a trop
des magouilles dans la RDC, il y a trop d'escroqueries. Pourquoi? Parce que Moutaza Mobola têtu, mais à quoi escroquer facilement? Parce que les Bomunza là, ils en affrontent. Il y a les antivaleurs qui gagnent du terrain. Beaucoup d'antivaleurs. Le problème, c'est qu'il faut changer tout simplement de paradigme. Moi, à la place de ses parents, qu'est-ce que je vais faire? Trouvez-moi quelques copeaux ou quelques cartons là, bouchons d'abord les trous, ok? On sécurise un peu la famille. Dites aux enfants, ne vous approchez pas de là, parce que c'est trop suspect. Je donne d'abord un peu à manger à ces enfants. Je vais maintenant commencer à chercher. Je me rassure que mes enfants vont manger et je bouche les trous. N'est-ce pas? Je leur insulte de ne pas s'approcher. Je sors pour chercher à la fois l'argent pour continuer à les sécuriser et pour faire les travaux. Et là, je suis en paix, mes enfants sont en paix et je continue à chercher les moyens pour ça. Mais si je me mets automatiquement à attaquer, je risque de rentrer le soir et voir mes enfants mourir. Je suis idiot. Ça, je l'ai dit, moi, parent, là, je ne suis pas normal. Et c'est par là que moi, je me dis, le peu d'argent mobilisé dans les secteurs techniques, s'il vous plaît, c'est vrai, les priorités sont colossaux, telles que j'ai dit. Commençons à réfléchir pour dire comment on peut ponctionner un peu d'argent là-bas et subvenir aux besoins de la famille. Moi, j'ai des enfants. Donc, je ne peux pas voir ces enfants mourir de faim, c'est impossible. C'est comme dans la République, si vous êtes chef d'une institution, vous ne pouvez pas voir vos gens là mourir de faim. Non, ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Battez-vous pour que, même à tes amis invités, au moins que tout le monde puisse avoir un peu. Sinon, on meurt. À travers ce que les secteurs de mines nous procurent, on peut booster d'autres secteurs. Madame, parce qu'aujourd'hui, le secteur des mines est incapable de booster les autres secteurs parce qu'il asphyxie. On s'appuie seulement sur lui. Ça dit tout, c'est toi. Parce que les investisseurs viennent chez toi, on vient seulement chez toi. Non, non, c'est impossible. C'est impossible. Alors que si tout le monde venait mettre la main à la pâte, le secteur des mines allait avoir la facilité de booster les autres. De dire, là où vous êtes incapable, je viens vous appuyer. Là où vous êtes incapable, je viens vous appuyer. Mais maintenant que vous m'asphyxiez, comment je vais appuyer les autres? C'est impossible. Et c'est par là que ça pose des problèmes. Et moi, je me dis, nous sommes appelés à nous asseoir et réfléchir autrement. Parce que l'argent est là. C'est les problèmes de canalisation, les problèmes de priorité. Pour moi, je me dis, la priorité, ce sont mes enfants. Ça, je l'ai dit. La priorité, c'est mes enfants. Je me bats nuit et jour pour leur donner un peu de ce bonheur-là. Et ça doit être la priorité des parents qui nous dirigent. Les Congolais, la lambda, c'est nous notre priorité. On ne doit pas seulement être la priorité pendant la période électorale. Oui, ils vont circuler partout pour venir nous chercher. Non, on doit être la priorité de façon permanente. C'est-à-dire, est-ce que les Congolais qui s'est réveillé en Bazamanté, qu'est-ce qu'il a mangé? Est-ce que ce Congolais qui s'est réveillé, je ne sais pas dans quel village, les villages qui sont fragiles, est-ce qu'il a mangé? Est-ce qu'il a étudié dans de bonnes conditions? Est-ce que 6 mois par an, je vais monter dans mon lit et dormir parce que je me rassure que mes enfants ont mangé? Je me rassure que demain ils vont aller à l'école. Je me rassure que quand ils ont un bobo, je peux les amener dans un centre de santé. Je dois me rassurer en tant que parent. Et ça doit être la responsabilité des personnes qui nous dirigent. Ils doivent se soucier constamment de nous. Est-ce qu'on a mangé? Est-ce qu'on a bu? Est-ce que, si on ne le fait pas, c'est triste. Oui, parce qu'en Chine, la Chine s'est développée. La Chine qui était sous-développée hier, aujourd'hui, est comptée parmi les pays en voie de développement. Là, les changements de mentalité. C'est ça. Les changements de mentalité. L'éveil de la conscience. Mao a impulsé ça. La nouvelle façon de voir les choses. Et les Chinois ont compris cela. On a créé l'armée rouge. Ça a été violent, mais il fallait payer le prix pour arriver à cette étape ici. Et les Chinois sont arrivés. Et aussi, la Chine aussi accorde à l'agriculture une place vraiment importante. La Chine, le Japon, ne vous en faites pas. Là, c'est l'agriculture. Les Thaïlande, c'est vraiment l'agriculture. Et ce sont des secteurs qui viennent en appui aux autres secteurs. Parce que vous ne pouvez pas abandonner tout sur les dos d'un seul secteur. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça.
Il ne faut pas venir nous dire, oh non, voilà, les autres n'arrivent pas à mobiliser. Quand vous vous mobilisez assez, prenez tout le monde en charge. Non, ça ne marche pas comme ça. Là, vous allez asphyxier tout le monde. Et même au niveau de la famille, si vous avez seulement quelqu'un qui est votre pilier, il faut les ménager. Parce que trop l'asphyxier, vous risquez de les perdre. Et si vous les perdez, c'est tout le monde qui en pâtit. Voilà. Très bien, Raymond, on nous fait signe que ça nous reste que 3 petites minutes. Okay. Alors, en résumé, qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais qui vous suivent en ce moment? Donc, vous pouvez résumer. Et aux autorités aussi. Hein. Voilà, moi... Ce sont des Congolais aussi. Non, mais ce sont des Congolais à part. Bien sûr. Les autorités, moi, je lance un vibrant message aux différentes autorités qui nous suivent, particulièrement au président qui sera élu. J'espère qu'il sera mon candidat. Hein, il sera mon candidat. J'espère que ce sera mon candidat à moi qui sera élu. Et j'invite massivement les Congolais à aller élire ces candidats-là. Je vous fais confiance, Monsieur le Président. Et je crois que, puisque vous serez élu, les Congolais vont vous donner un autre mandat. Vous serez élu. Vous comprenez de qui j'ai fait allusion. Il aura son deuxième mandat. Là, je suis totalement convaincu. Mais, Monsieur le Président, puisque vous aurez ce deuxième mandat, et moi, à mon avis, je vous invite à... C'est vrai, vous avez beaucoup parlé sur les secteurs de sécurité, c'est tout à fait normal, c'est un peu l'image que j'ai eu à donner. On a un trou à la maison, c'est vrai, ça peut nous insécuriser, mais il y a également des enfants qui doivent manger, qui doivent vivre. Il faut également assurer l'avenir des enfants. Donc, il faut ménager à la fois comment sécuriser les pays et comment nous aider à lutter contre la pauvreté qui nous gangrène. Parce que nous ne pouvons pas les combattre assez si nous sommes assez pauvres. Donc, de ce côté-là, essayer de ménager. Mais mon message le plus important, Monsieur le Président, c'est que je voulais vous dire personnellement, c'est que lorsque vous allez occuper votre poste après la prestation des serments, je vais vraiment vous inviter à regarder les secteurs des mines autrement. Je vous ai suivi attentivement, vous vous plaignez sur les développements de nos communautés locales. Les secteurs des mines, Monsieur le Président, peuvent vous aider à développer facilement sans que vous alliez trouver l'argent ailleurs. Lui-même, le secteur des mines vous donne l'argent. Vous avez deux obligations. Un, les cahiers des charges, Monsieur le Président. On est au niveau de l'article 414 du règlement minier. Les cahiers des charges donnent obligation à l'entreprise minière, dans son budget social, de réaliser des actions sociales en faveur de la population. L'entreprise elle-même peut construire des écoles, peut construire des hôpitaux, peut construire des infrastructures pour ces communautés, peut même construire des barrages pour les communautés. Si vous-même, vous vous impliquez avec la volonté que vous avez, vous impliquez tout le monde, les choses vont marcher. Rien qu'avec les cahiers des charges. Dans toutes les provinces où il y a des entreprises minières, vous pouvez commencer à voir les développements. Vous n'allez pas chercher l'argent ailleurs. Les entreprises ont l'argent dans leur budget social. Si on ne vous le dit pas, moi je vous le dis. Deuxièmement, vous avez la dotation 0,3%. Là, c'est une manne financière importantissime. Les entreprises mobilisent l'argent annuel et ils doivent enlever 0,3%. C'est beaucoup d'argent. Et ces 0,3%, on confie la gestion aux communautés locales elles-mêmes. Les communautés locales vont réaliser les projets identifiés par elles-mêmes pour son propre développement. Ce n'est pas l'argent qui viendra du trésor public, c'est l'argent qui sortira de l'entreprise. Et chaque année, l'obligation est faite à l'entreprise de libérer ces 0,3%. Est-ce que vous allez vous époumoner, Monsieur le Président de la République, pour aller chercher l'argent auprès des partenaires financiers? Non, l'argent est là. Vous, impliquez-vous, impliquez les ministres des Mines, impliquez les cadastres miniers, impliquez toutes ces personnes-là, impliquez les ministères des Affaires sociales, parce que le ministère des Affaires sociales travaille en duo avec le ministère des Mines dans ce secteur. Vous allez voir des miracles, Monsieur le Président. Les projets de 145 territoires, ça va développer à une autre dimension. Ça, je vous dis vrai, ça va développer à une autre dimension. Et nous pourrons aller plus loin. Si vous voulez vraiment que les choses marchent dans ce secteur, créez une banque minière. C'est l'idée que je vous donne.
créer une banque minière. La banque minière ne va pas souffrir parce que ça va collecter l'argent des cahiers des charges, ça va collecter l'argent de la dotation de 0,3%, et cette banque minière aura pour mission de soutenir tous les projets des fils et filles de ces coins impactés par les projets miniers. Tous les jeunes garçons qui ont besoin de bourses auront facilement des bourses à travers la banque minière. Tous les projets, j'ai dit tous les projets bancables proposés par les fils et filles congolais de ces coins-là vont trouver gain de cause. Et en retour, la banque aura la capacité de financer pratiquement les différents projets qui seront issus de ces minières. Et là, vous aurez un développement communautaire facile. Mais si vous ne le faites pas, vous allez continuer à vous tourner auprès des bailleurs qui vont être exigeants vers vous et vous n'aurez que 5 ans et ça va aller vite. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et je vous fais confiance. Vous serez réélu et le Congo va changer. Lui, c'est Raymond Luneko, expert en législation en minière, avec qui on a eu à échanger sur son article qu'il venait de publier, dénommé « Mines et pauvreté en République démocratique du Congo ». Je pense que ces explications étaient claires comme un livre d'images. Et Fazima Kanda, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire parce qu'on doit boucler. Oui, merci beaucoup à Raymond Luneko. Merci pour les études que vous ne cessez de mener. Merci pour toutes ces informations que vous cessez de nous donner. Non, mais on vous implique, vous tous, là, dans tout ce qu'on fait. Merci beaucoup. Merci aussi à nos téléspectateurs pour la confiance. Hein. Merci d'être là chaque jour, chaque matin. Vous êtes là branchés pour suivre cette émission Dossier spécial. On se retrouve à la prochaine. Et j'ai oublié de remercier l'équipe technique que nous a accompagnés. DT vous regarde. Voilà, DT. Lui-même a été caméraman. DT. Il y a eu de très belles images là. Je vous suis même vu en profil là, c'est bien. Les images de qualité. Ah, oui. Et aussi personnes qui étaient branchées. Voilà. Alors merci à Raymond Luneko d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup. Alors Emmanuel, c'était quand même un grand plaisir de partager ces bons moments ensemble avec vous. Dans le cadre bien sûr de cette émission Dossier spécial, une émission à caractère pédagogique. Alors on se retrouve très prochainement avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur nos antennes de Télé 7.